Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Petite vidéo rapidement pour parler d'un personnage que vous connaissez très bien. Je veux parler de ce président de la République, M. Emmanuel Macron, que moi j'appelle du sobriquet de liquidateur. Parce que oui, de par son parcours, de par son entrée dans la sphère politique, et encore quand je dis politique, c'est un pléonasme, quand il est devenu, je crois, au cabinet du Conseil de l'Élysée, avant de devenir ministre de l'économie pendant quelques mois dans le gouvernement Valls II, pour ensuite être candidat et être élu en 2017 président de la République. Dans des circonstances tout assez intéressantes, dans ce sens où il s'est fait élire en tant que chef non pas d'un parti politique, mais d'un mouvement. Ce mouvement qu'il a été obligé de transformer au niveau des statuts en parti politique pour les législatives une fois qu'il a été élu. Mais de par son parcours, de par ses accointances, de par ses collusions, de par ses relations, très vite, beaucoup de gens ont compris que Macron n'était pas un président de la République pour servir les intérêts du peuple français, pour servir les intérêts de la souveraineté de la France. C'est un liquidateur. Et la preuve en est, c'est qu'il a appliqué des réformes qui étaient prévues depuis belle lurette, depuis même l'époque de Chirac. Mais parce que, pour des raisons clientélistes, pour des raisons politiques, idéologiques, elles n'ont jamais abouti ou n'ont jamais été mises à terme. La stratégie, évidemment, de son élection était évidente. Preuve en est, c'est que le scénario s'est exactement reproduit comme prévu pour sa réélection. Et attendez-vous qu'en 2027, même si, logiquement, il n'est pas censé pouvoir briguer un troisième mandat, d'ici 2027, certains croient que c'est peut-être demain, mais 2027, il y a encore de la marge. Il y a encore de la marge pour réformer, modifier, contourner. Vous avez sans doute entendu parler de cette théorie selon laquelle il démissionnerait pour organiser des élections présidentielles auxquelles il se représenterait, voire même il ferait un référendum pour ensuite perdre ce référendum et justifier qu'il démissionne pour mieux se représenter en se jouant la carte « je me remets de nouveau ». Je remets en effet mon statut entre les mains du bulletin de vote des Français. C'est un scénario auquel je ne crois pas énormément, auquel je ne crois pas du tout d'ailleurs. Pourquoi prendrait-il le risque de perdre le pouvoir, alors qu'il l'a au moins garanti jusqu'en 2027 ? Macron le liquidateur, Macron l'empereur. Empereur parce que dans son premier mandat, très clairement, il est apparu qu'il voulait essayer de récupérer le leadership européen des mains des Allemands. Ce qui très rapidement a très vite déplu à l'époque à la chancelière Merkel. Même si aujourd'hui il a été un petit peu calmé. Calmé par quoi ? Par certaines affaires. L'affaire Benalla. Et actuellement l'affaire McKinsey. McKinsey, dont on vient d'apprendre que, soi-disant, il y a quelques mois, McKinsey avait dit, la France, on va prendre un petit peu le large parce que là, ça commence à sentir mauvais, donc on va se retirer un petit peu des affaires en France. Et là, on apprend que le gouvernement a re-signé un contrat de, je ne sais plus, 4 ou 5 millions d'euros avec McKinsey. Si je retrouve le chiffre, je vous le mettrai là. L'empereur, comme je vous l'ai dit, empereur parce que il veut donc récupérer le leadership européen pour appliquer plus rapidement le projet d'Europe fédérale, le projet d'Europe supranationale. Parce que le problème, c'est qu'évidemment les Allemands aujourd'hui sont confrontés à des problèmes structurels, des problèmes économiques, des problèmes sociaux. Parce que, en effet, leur croissance qu'ils ont connue pendant certaines années, à un moment donné, toute bonne chose a une fin. Et de fait,
il a voulu profiter certainement de ce début d'affaiblissement de l'Europe, de l'Allemagne, au sein de l'Europe, pour essayer de récupérer le leadership. Sauf que malheureusement, la conjoncture économique, couverte par une coïncidence ou une coïncidente pandémie, force est de constater qu'aujourd'hui, cette crise économique, elle est là. Elle est là et elle est sournoise. Mais évidemment, les médias mainstream, les politiciens, certains économistes font tout pour planquer la chose sous le tapis. Je rappelle, aux dernières infos, vous avez certaines multinationales qui commencent à se racheter les unes des autres. Vous avez certaines banques qui sont très clairement en difficulté. On a même appris que, je ne sais plus quelle société, Goldman Sachs, il me semble que c'est Goldman Sachs, je ne sais plus, si j'arrive à le retrouver, je vous le mettrai ici, qui a décidé de se retirer du marché. Et enfin, nous avons BlackRock. BlackRock qui a réussi à mettre sa main sur l'Ukraine. Et oui, quand l'Ukraine soit sera vaincue ou vainqueur, BlackRock a signé des accords qui, de toute façon, le met en position de leadership pour les plans de reconstruction économique, sociale, politique et structurelle de l'Ukraine. Vous en comprendrez d'ailleurs pourquoi. Aujourd'hui, ceux qui défendent l'Ukraine souveraine sont des guignols. Parce que l'Ukraine n'est pas souveraine. L'Ukraine est entre les mains aujourd'hui d'empires financiers. Zelensky étant lui-même un pion du système financier mondial. Donc, Macron essaie de trouver un moyen, de par sa position, de prendre plus d'ampleur dans l'échiquier politique et géopolitique. Et d'ailleurs, force est de constater que il y a très clairement des signes qui ne trompent pas sur le fait que si même demain il démissionne, ou s'il va à terme de son mandat, son avenir est déjà tracé. Il se voit déjà commissaire à l'Europe, pourquoi pas président de la Commission européenne. Mais bien sûr, au vu des conjonctures, il y aura peut-être de l'eau qui va couler sous les ponts. Peut-être que ce que je vous dis maintenant n'aura plus lieu d'être dans 3 semaines, dans 6 mois, dans 1 an, parce que la situation, la conjoncture va évoluer. Nous apprenons que par exemple Zelensky va rendre visite à Macron à Paris après avoir fait sa petite tournée des popotes à Londres, et est prévu d'aller d'ailleurs, je crois aussi, rencontrer le chancelier Scholz. Dans quel but ? Est-ce que c'est dans le but que les dirigeants européens le briefent sur le devenir de l'Ukraine, dans un compromis, dans un consensus, que à terme on finira bien par trouver, le tout téléguidé évidemment par Washington? Ou est-ce qu'au contraire, on est en train d'essayer d'expliquer à Zelensky qu'on va mettre les bouchées doubles et peut-être faire en sorte de trouver la bonne raison, le bon argument pour débouler en Ukraine. Et de fait, se retrouver à faire la guerre à la Russie. La guerre à la Russie, pas sur son territoire. L'argument étant de repousser les Russes hors d'Ukraine, de récupérer la Crimée, de récupérer le Donbass. Évidemment, on passera sur l'épisode dont LCI nous a parlé, et dont je vous en ai parlé sur une précédente vidéo, sur le fait qu'il est prévu que si la Crimée redevient ukrainienne, que les russophones de Crimée seront déportés. Il ne devra plus y avoir aisément de russophones en Ukraine. On appelle ça, dans mon jargon, une épuration ethnique. Sachant que l'épuration ethnique n'est pas systématiquement assimilée à des massacres, à des camps de concentration. La simple déportation par des lois démocratiques, légitime une épuration ethnique. Mais ça, apparemment, ça ne choque personne. Macron est-il l'antéchrist ? Tout du moins pour la France. Force est de constater que, aujourd'hui,
le conflit social avec la loi sur les retraites démontre bien qu'il y a véritablement une fracture entre le peuple et ses représentants, ou sa représentation, comme aussi avec les partis politiques. Le fossé se creuse à tel point qu'il est presque assimilable, similaire à ce qu'on connaît ici aux États-Unis. Car oui, aux États-Unis, je vous le dis, au moins les 2/3 de la population américaine n'a plus du tout confiance envers sa représentation politique, qu'elle soit progressiste ou conservatrice. Reste un tiers de fanatiques, de gens qui ne font pas preuve de modération, qui sont dans l'absolutisme, tel que l'on le voit d'ailleurs, puisque récemment nous avons vu une manifestation de transgenres prendre le Capitole de l'Oklahoma en réclamant qu'ils étaient le Capitole, qu'ils étaient le peuple américain d'Oklahoma. Deux petites versions. Premièrement, il s'agit d'un mouvement organisé par une filiale de la corporation BLM, une corporation BLM dont je vous avais déjà expliqué dans une vidéo, et si vous voulez que je vous réexplique ce qu'est BLM, n'hésitez pas, dites-le en commentaire. Donc c'est une filiale issue des mêmes financements, issue des mêmes investissements philanthropiques, dont parmi eux nous trouvons étrangement encore Open Society. Et deuxièmement, c'est la démonstration de ce que je vous avais déjà expliqué par rapport à la culture américaine, c'est la culture de l'excès. C'est-à-dire qu'il est très difficile pour les Américains à un moment donné de se trouver une issue modérée, une issue du juste milieu. Ils sont en règle générale toujours un petit peu dans les extrêmes. Et de fait, eh bien, quand vous organisez une manifestation de transgenres qui veulent protester contre une loi spécifique à l'État d'Oklahoma qui interdit toute intervention chirurgicale tant qu'on n'a pas 21 ans, tout du moins c'est à peu près ce que cette loi dicte, eh bien ce sont quelques centaines de gens qui déboulent au Capitole de la capitale de l'Oklahoma, dont je ne me souviens plus le nom, pour se faire valoir parole, représentation des Américains auprès, évidemment, d'une administration conservatrice. Alors, conservatrice, pas bigote, mais, disons, conservatrice modérée, mais qui, à la limite, fait son boulot d'essayer de protéger les intérêts des Américains contre eux-mêmes, contre des fois leur immaturité, leur infantilisation. Car oui, vous avez sans doute entendu cette expression qui dit que les Américains, enfin tout du moins l'Amérique est un grand pays. C'est un grand pays avec beaucoup de qualités. Le seul problème, c'est qu'on en a confié les clés à des éternels adolescents. Eh bien, permettez-moi de vous dire que depuis 10 ans que je vis aux États-Unis, je confirme aisément cette expression. Et donc, pour revenir à Macron, Emmanuel Macron a cette ambition, de toute façon, de transformer non seulement la France, mais aussi l'Europe, à l'image d'une États-Unis d'Europe. Sauf que déjà aux États-Unis, c'est le bordel. Et je vous avais déjà expliqué pourquoi. Alors imaginez que si c'est déjà le bordel dans un pays où, majoritairement, la population a quand même une culture commune, une histoire commune, une langue commune, même si ce n'est pas une langue officielle, que dire dans une région où vous avez différents pays, différentes cultures, et qui plus est, issus de cultures diamétralement différentes dans les mentalités, dans la perception, dans la façon de voir les choses, dans la façon de gérer les choses, voire même les langues, les cultures internes régionales. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, sauf si l'on soumet les peuples. Si l'on soumet les peuples par la loi. Si l'on soumet les peuples par des constitutions. Ça rejoint d'ailleurs un petit peu les différents projets, dont l'un dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo sur les monnaies digitales,
qui ont été un des fers de lance des discussions du dernier Forum économique de Davos, la soumission, de toute façon, vous n'y échapperez pas. Ou tout du moins, vous n'échapperez pas à cette volonté, à cette collusion, même de partis d'opposition. Parce que oui, si vous ne l'avez toujours pas compris, que ce soit les LFI ou le Rassemblement national, ce ne sont que des partis politiques d'apparat. En réalité, s'ils existent, c'est parce qu'ils sont adoubés. Contrairement à d'autres partis politiques, des jeunes petits partis politiques, qui eux essayent de survivre, essayent d'exister, mais n'auront jamais l'opportunité ni la chance de pouvoir percer dans le paysage, dans la sphère politique, pour avoir une certaine influence. La preuve en est, c'est que à la dernière élection présidentielle, François Asselineau n'a jamais pu obtenir ses 500 signatures. En revanche, Éric Zemmour, lui, a réussi à les avoir. Par quel phénomène ? Surtout que, souvenons-nous que, je crois que c'est Bayrou, qui avait dit que oui, si nous voulons respecter le processus démocratique, je suis prêt à aider Éric Zemmour à obtenir ses 500 signatures. Pardon ? Donc ça veut bien dire que Éric Zemmour, alors peut-être que lui-même est convaincu de ce qu'il fait, mais peut-être qu'il ne se rend pas compte qu'en réalité on est en train aussi de l'instrumentaliser pour essayer de mettre de la division là où commence à y avoir doute et suspicion vis-à-vis du Rassemblement national, vis-à-vis de la famille Le Pen. Après, tout est question idéologique. Attention, je ne dis pas que dans ces partis tout est à prendre ou à jeter. Ça reste de la politique. Et la politique, c'est savoir parler de sujets, des sujets qui sont intéressants, qui sont polémiques, qui sont dans l'intérêt du débat de chacun, dans l'intérêt aussi de certains Français par rapport à leurs convictions. Eh bien Macron, lui, c'est pas son objectif. Son objectif, c'est de vous soumettre. Et par quelque moyen que ce soit. On va voir comment va se passer le processus démocratique parlementaire de cette loi sur les retraites. Mais, à votre avis, combien sommes-nous prêts à parier que le gouvernement va utiliser le 49.3 ? Sauf que ce 49.3, il risque d'être dangereux. Ou pas. Oui, peut-être que certains d'entre vous pensent que s'ils utilisent le 49.3, ça sera la goutte qui fera déborder le vase. Ça sera le moment et l'époque, non plus de la manifestation, de la contestation, mais de l'insurrection. D'ailleurs, le fait qu'on commence à mettre dans le lot la jeunesse, je rappelle, certaines universités ont décidé de faire grève, ont décidé de bloquer. Eh bien, j'ai envie de dire, souvenons-nous toutes les fois où on a réussi à mettre la jeunesse dans la rue. En règle générale, ça devient délicat et ça devient difficile. Parce que dans ce cas-là, est-ce que le gouvernement pratiquera les mêmes méthodes de répression qu'ils ont fait, par exemple pour les Gilets jaunes, vis-à-vis des jeunes ? C'est dangereux. C'est dangereux parce que si l'on blesse ou si l'on tue des jeunes, là peut-être que tout d'un coup les Français pourraient réagir de façon beaucoup plus prononcée et de beaucoup plus motivée. Et en deçà de toute manipulation et de tout contrôle syndical ou de mouvement associatif quel qu'il soit. L'année 2023, je vous le dis, elle est charnière. Elle est charnière pour l'avenir de la France. Elle est charnière dans la capacité du peuple français de peut-être reprendre les rênes de sa souveraineté, ou sinon confirmer son servage, son esclavage. Emmanuel Macron, liquidateur, ça fait des années qu'on le dit. Sauf que malheureusement, il y a encore peut-être trop de Français qui vivent dans un autre monde, qui vivent dans une matrice enfermée, qui y croient au Père Noël, et qui n'ont toujours pas trouvé comment suivre le petit lapin blanc. Sur ce,
D'ici qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.